Attention, ce récit s'appuie sur des faits réels, parfois violents. Il contient des descriptions de violences physiques et sexuelles susceptibles de heurter. Si vous préférez éviter ce type de contenu, je vous recommande de ne pas l'écouter seul, ni en présence d'enfants, et d'écourter votre écoute lorsque certains passages vous paraissent trop difficiles. Cerno. Allô ? Épisode 153. Vous pensez qu'il n'y a personne qui était là dans les années 90 ? Moi personnellement je pense qu'il n'y en a pas. Non, mais je vous laisse, si vous voulez rentrer, je peux rentrer. Je peux monter ? Ouais, bah écoutez, vous pouvez, mais je pense que ça va être un peu... Voilà, allez-y, normalement vous allez voir, mais franchement dans les années 90 il y a plus de personnes. Mais allez-y quand même. Merci, je vais aller faire un tour. Merci beaucoup. Une anti-enquête. Nous sommes le 4 décembre 1991. Julien, moi c'est Hassan. Vous buvez un petit café. Madame Lee. Il y a un oiseau qui chante rumalement. Il semble que l'on me fait subir de longs sévices à la victime. Sophie Narme. Un fait divers, ça arrive, et puis voilà. Donc, Il y a beaucoup de pays. Je m'avance vers la porte de l'immeuble. Il fait froid ce matin-là. C'est Dieu, il n'y a pas choix. Il y a eu un meurtre en fait, dans l'immeuble. vous faites votre travail, puis voilà, c'est bien. Cerno. Trois, deux, un. Alors me voilà dans l'immeuble où un crime a été commis il y a une trentaine d'années. Je traverse la cour. Dans la cour, il y a une petite fontaine et des poubelles aussi. C'est très joli. Il y a un jeune homme qui me sourit. Oui, est-ce que vous savez s'il y a des gens qui vivent ici depuis longtemps dans l'immeuble ? Ouais, j'en sais rien. Vous savez pas ? Non, absolument pas. Ok. Et vous, ça fait longtemps ? Non, enfin, je vis même pas ici. Ma copine vit ici depuis 3 jours. Donc Ah bon, où ça ? juste au premier étage. D'accord, ok. D'accord. Et c'est bien alors, l'immeuble est bien ? Vous êtes content ? Oui, bah, ça refait à neuf. D'accord. Ouais, les espaces sont beaux, effectivement. Une belle hauteur sous plafond, c'est agréable. Ok, bon bah merci, je vais monter. Bon aménagement alors. Donc j'ai rencontré un jeune homme. Je voulais pas lui dire. C'est compliqué pour moi. Déjà je me sens comme un intrus avec mon gros micro visible. J'ai pas envie de réveiller de mauvais souvenirs ou de révéler des choses affreuses. Je me retrouve dans l'escalier en bois et je vais monter au 6e. Je pense à Sophie Narme quand elle était dans ce même escalier, le 4 décembre 1991. Qu'est-ce qu'elle avait fait la veille au soir, sa dernière soirée ? Est-ce qu'elle était de bonne ou de mauvaise humeur ? Est-ce qu'elle est partie volontiers au travail ce matin-là ? Est-ce qu'elle avait des soucis, des joies, des projets pour la journée ? Et son meurtrier, il était sans doute derrière elle. Est-ce qu'il avait prévu de tuer Sophie Narme ? Est-ce qu'il avait déjà tué avant ? C'est là. J'ai le cœur qui bat. Il y a un peu de bordel. C'est une porte marron, avec une vieille sonnette, une poignée en cuivre. Sophie Narme a dû introduire la clé dans cette serrure. Elle n'avait aucune raison de se méfier. Donc c'est le dernier étage. Le meurtrier a pu commettre son meurtre sans être entendu, probablement. Qu'est-ce qui s'est passé derrière cette porte ? Il faut que je fasse des recherches. Bon, je suis mal à l'aise ici. Je redescends. Je suis devant les boîtes aux lettres et j'ai l'impression que le 6e gauche, si je me trompe pas, est occupé aujourd'hui par un jeune couple, je dirais. J'imagine qu'ils sont pas au courant de ce qui s'est passé chez eux. Je vais récupérer mon vélo. 3, 2, 1.
Je suis de retour à mon bureau, j'habite pas très loin. Je me demande ce qui s'est passé le 4 décembre 1991. Derrière cette porte, devant laquelle je me trouvais tout à l'heure, je soupçonne que ce meurtre de Sophie Narm cache beaucoup d'autres crimes et de femmes mortes. Je sais pas trop comment m'y prendre pour mener cette enquête. J'ai l'impression de plonger dans un océan et j'ai peur de me noyer. Est-ce que j'ai les épaules ? Est-ce que je dois me lancer ou pas sur cette piste ? Il y a quelques jours, j'entendais dans un podcast Mécanique du journalisme la journaliste Lorraine de Fouché, qui est spécialiste des féminicides au journal Le Monde, et elle appelait de ses vœux je peux appeler de mes vœux les hommes journalistes, à s'intéresser à ces affaires, à s'en emparer. Plus les mains dans le cambouis de ce sujet-là. Et même si j'ai peur de l'immensité de la tâche, j'ai décidé d'y aller quand même. Je suis convaincu moi aussi qu'il est nécessaire de le faire. Encore une fois, on verra bien où cette histoire me mène. Alors, par où commencer ? J'aimerais d'abord jeter un œil sur les journaux télévisés de l'époque. J'ai retrouvé quelques articles, mais est-ce que cette affaire a été mentionnée à la télé, au grand public ? Alors je suis sur un site, je consulte la liste des journaux télévisés à partir du 5 décembre 1991, donc le lendemain du crime, pour voir si l'affaire a été évoquée. Et là je vois le 6 décembre, donc le surlendemain, sur la 5, dans le journal de 12h45, on parle du viol et assassinat d'une jeune fille lors d'une visite d'appartement. Alors c'est en fin de journal apparemment. 19e, prébu de Chaumont, 2 pièces, refait à neuf. Une annonce ordinaire qui s'est révélée être un piège mortel pour une jeune femme de 23 ans, récemment engagée en qualité d'employée dans une agence immobilière. Elle avait donné rendez-vous à l'acheteur potentiel, comme cela se fait souvent, au pied de l'immeuble. Ensemble, ils ont gagné l'appartement, vide depuis 6 mois. C'est là qu'il l'a violée puis assassinée. Apparemment, les voisins n'ont rien vu ni entendu. On n'a rien entendu. Personne n'a rien entendu. J'étais pas là de la journée, je suis parti le matin à 8h, je suis rentré dans la soirée et voilà quoi, la police est arrivée dans la nuit et moi j'étais là effectivement puisque j'étais aux premières loges quoi. L'enquête s'annonce particulièrement délicate pour la brigade criminelle qui pour le moment ne possède aucun indice. L'assassin avait donné bien sûr une fausse identité. Aujourd'hui, c'est la journée professionnelle et pourtant c'est déjà la foule pour voir le bateau de Gérard. On voit sur l'image qu'effectivement le primeur existait déjà et le traiteur aussi. La cour est la même, la porte d'entrée n'a absolument pas changé, elle a probablement été repeinte. Et puis, sur France 3, le 7 décembre, dans le journal de 12h30, il est aussi question du meurtre. Une jeune employée d'une agence immobilière violée et tuée en faisant visiter un appartement à Paris. C'est le directeur de l'agence qui, inquiet de ne pas la voir revenir, a découvert le corps. La police recherche aujourd'hui le client qui lui avait donné rendez-vous par téléphone, Clément Weirenal. Un petit 2 pièces sur cour au 6e étage d'un immeuble proche des buts de Chaumont à Paris. C'est par le biais de cette petite annonce parue dans une revue immobilière que l'assassin a pris contact par téléphone avec Sophie Narm, 23 ans, employée dans cette agence de la rue Lauriston. L'homme qui a donné une fausse identité souhaite visiter l'appartement. Rendez-vous est pris mercredi 11h. D'autres clients sont prévus dans l'après-midi, mais ils trouveront porte close, sans se douter du drame qui vient de se dérouler, sans témoin. Personne n'a rien vu ni rien entendu. Rien. Personne n'a rien entendu, c'est long. Parce que voyez-vous, les gens travaillent. La journée, il n'y a personne. Tard dans la soirée, le directeur de l'agence, inquiet de la disparition de son employé, découvrira le corps de la jeune femme gisant dans l'appartement. Sophie Narm a été violée avant d'être étranglée puis achevée à coups de couteau. L'assassin a-t-il agi avec préméditation? Connaissait-il sa victime avant de prendre contact avec l'agence? Les enquêteurs, qui n'excluent aucune hypothèse, soulignent que ce guet-apens par le biais d'une annonce immobilière est quasiment sans précédent dans les annales de la criminalité. Les pharmaciens du Val d'Oise assureront à nouveau les gardes de nuit. Voilà pour le journal de France 3. Je vais quand même étendre ma recherche au jour suivant. On parle d'un meurtre dans les Yvelines, à Trappes. Apparemment, un entrepreneur qui avait des difficultés financières a tué 3 personnes et s'est suicidé dans les locaux d'une entreprise pour laquelle il travaillait en sous-traitance. On parle de folie meurtrière. Il y a eu aussi un double meurtre à Saint-Lô,
on en parle à partir du 13 décembre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, le 16 décembre, c'est le procès de Jean-Thierry Mathurin qui commence. Il s'appelle Jean-Thierry Mathurin, il a 26 ans, son procès s'ouvre demain à Paris. Mathurin est au cœur de l'une des plus grandes affaires criminelles des dernières années. Ami de Thierry Paulin, décédé à la prison de Fresnes en 89, il est accusé de complicité d'assassinat. Il serait impliqué directement dans 11 agressions et 8 meurtres. Étrange télescopage, et je vous renvoie bien sûr aux 150 épisodes précédents qui traitent de cette affaire. On parle beaucoup de Mathurin. Dans les journaux suivants, une femme médecin a été tuée à Lille vers la fin du mois. Un cadavre a été découvert dans un local de poubelle à Dax. C'est une femme qui a été assassinée. Et puis une vieille dame a été tuée à Nice. Elle a été égorgée. Mais plus rien sur Sophie Narme. Ce meurtre est donc évoqué 2 ou 3 fois à la télévision, au milieu d'autres affaires criminelles. Et puis on passe vite à autre chose, c'est comme ça que ça se passe. Et l'assassinat de Sophie Narme, petit à petit, devient une anecdote. Alors moi, j'aimerais retrouver le plus d'éléments possible sur Sophie Narme pour tenter de lui redonner une parole et raconter l'histoire selon son point de vue. Parce que bien souvent, c'est le point de vue des tueurs qui est privilégié. Et les victimes de féminicide deviennent vite secondaires. Parce qu'elles ne sont plus là pour s'exprimer, elles s'effacent au fur et à mesure. Moi, bien sûr, je n'ai aucun attachement particulier à Sophie Narme. Je ne sais rien d'elle. Mais elle pourrait être notre sœur, notre amie. Nous sommes toutes et tous concernés. Son assassinat nous regarde. La chercheuse Margot Giacinti, que j'ai interviewée à la toute fin de la dernière saison, m'a envoyé dernièrement sur WhatsApp une phrase de Selva Almeida, tirée de son livre « Les jeunes mortes ». Telle est peut-être ta mission. Telle est peut-être ta mission. Rassembler les os des jeunes filles. Rassembler les os des jeunes filles. Les recomposer. Les recomposer. Leur donner une voix. Leur donner une voix. Pour les laisser ensuite courir librement. Quel que soit l'endroit où elles doivent se rendre. Alors je me souviens d'avoir lu quelques lignes sur Sophie Narme. Enfin non, pas sur elle, mais sur son meurtre. Dans le livre que la journaliste Patricia Touranchot avait publié au Seuil, juste après le suicide du grêlé, intitulé « Le grêlé, le tueur était un flic ». Alors je l'ai sous les yeux, et je vais donc vous lire quelques passages. Page 145. Voici ce qu'écrit Patricia Touranchot. Un nouvel outil de détection des séries, le système d'analyse des liens de la violence associés au crime, SALVAC, lancé en France durant l'année 2003, permet de révéler des analogies entre le mode opératoire du grêlé et le redoutable assassin de 2 autres victimes, Sophie Narme en 1991, puis Karine Leroy en 1994. Un peu plus loin, elle écrit « Mercredi 4 décembre 1991 à 11h, Sophie Narme, agente immobilière de 23 ans, fait visiter un appartement inoccupé au 22 rue Manin, Paris 19e, à un client pressé qu'il a appelé la veille, un certain monsieur Dubost, dont le numéro de téléphone est 42 43 64 06, selon les notes prises dans son agenda. Sans nouvelles de la journée, son patron, inquiet, donne l'alerte. Le cadavre de Sophie est découvert sur le ventre, à même la moquette, sa ceinture autour du cou, sa culotte et ses collants baissés sur ses chevilles, un morceau de papier adhésif à ses côtés et son sac à main éventré. Son argent, sa carte d'identité, sa montre et ses bijoux ont disparu. D'après l'autopsie, sa mort est consécutive à un étranglement par lien avec la ceinture, mais elle présente une plaie à l'arme blanche au thorax. Elle a été violée et sodomisée et elle a inhalé de l'éther. En 1986, à plus de 5 ans d'intervalle, Cécile Bloch avait elle aussi été agressée face contre terre, le bas du corps dénudé et les fesses relevées au 116 rue Petit, parallèle à la rue Manin, dans le même quartier. Alors Patricia Touranchot dit aussi, au moment de la publication de ce livre, donc en 2022, que le meurtre de Sophie Narme ressemble à un double meurtre commis dans le Marais par le grêlé, mais elle n'est pas sûre à 100% que le grêlé soit l'auteur du meurtre de Sophie Narme, parce que l'ADN prélevé sur la scène de crime et sur la victime a disparu. Elle écrit que maître Florence Rowe,
l'avocate de la famille de Sophie Narme depuis 2006, n'a jamais vu de scène de crime aussi apocalyptique, qui trahit un déchaînement de violence et de lutte. Et justement, j'ai rendez-vous avec maître Florence Rowe, à son cabinet, dans le 17e arrondissement, près de la place de l'Étoile. Cerno. Une anti-enquête. À suivre.